tu as insisté sur cette idée de ne surtout pas proposer effectivement des leçons, des séances désincarnées et s'appuyant évidemment explicitement justement sur ce qui fait référence sur l'ensemble de la période, plus encore aujourd'hui, cette référence culturelle du sport. Mais je vais essayer ensemble, enfin avec vous, d'insister peut-être plus largement pourquoi ces préjugés culturels, disons-le, demeurent encore aujourd'hui. Pourquoi, et tu l'as dit Serge, finalement on a ces difficultés au-delà à nous définir, à définir la discipline, peut-être à revendiquer notre utilité, voire notre efficacité. Et là aussi, tu as cité différents rapports, mais le dernier rapport de la Cour des comptes, qui date de 2019, sur l'école et le sport, une ambition à concrétiser, questionne explicitement l'efficacité de l'éducation physique et sportive. Et même, parce que je vois Laurent Fouchard face à moi, même au niveau du savoir nager, et encore une fois, tout en mettant à côté peut-être ces problématiques d'installation plus encore aujourd'hui. Mais c'est une vraie question, effectivement, comment revendiquer notre utilité lorsque, c'était un sujet d'agrégation interne il y a quelques années, en tout cas sur la citation, on est peut-être, je pense, encore sur cette idée que l'élève fait du sport avec un prof de gym qui dit faire de l'EPS. Donc on voit toute cette difficulté pour ces disciplines. Pour autant, je pense que ces disciplines EPS, elles ne devraient plus, et là je m'engage, enfin on s'engage, elles ne devraient plus aujourd'hui être confondues avec le sport. C'est-à-dire donc son fond culturel. Alors pourquoi ? Parce que, et Serge l'a exprimé en tout cas sur peut-être l'orientation actuelle de la discipline, aujourd'hui l'EPS, l'enseignant d'EPS, il ne se réduit plus à un entraîneur sportif. Tu as parlé d'évaluation, on y reviendra évidemment sur l'évaluation de la condition physique, mais aujourd'hui l'évaluation des enseignants et les textes officiels ne se questionnent plus sur une hiérarchisation des élèves, des corps, en fonction de leur seule, j'insiste, en fonction de leur seule performance. Donc sur dimension et une idéologie un peu des dons et sur des aptitudes. On est, il me semble, et on essaiera de voir justement cette évolution sur un enjeu de réussite de toutes et tous, une EPS peut-être plus inclusive, d'autant plus, et Serge en parlait, sur ces élèves notamment issus de milieux défavorisés, plus éloignés de l'activité physique, en difficulté justement sur ces différentes qualités physiques. Donc véritablement, la formation d'un citoyen physiquement éduqué, mais autour de ces belles finalités, sans jugement de valeur, il y a certainement peut-être à mieux redéfinir, cibler peut-être ce qu'on entend par la formation d'un citoyen physiquement éduqué. Je dirais que c'est finalement un futur citoyen autonome dans sa pratique physique, plus tard, mais capable justement d'un usage du corps raisonné. Raisonné, je viendrai peut-être aussi plus particulièrement sur la fin de mon intervention sur ce contexte du numérique et ce sport connecté. Pour, et ça me semble prépondérant, avoir une vie émancipée. Et là, dans cette idée d'émancipation, je pense qu'il va falloir peut-être aussi être plus pragmatique dans ce qu'on entend par l'émancipation. Et je me rappelle d'un bistrot pédagogique de Philippe Mérieux qui avait évoqué cette idée d'émancipation à l'école et qui disait que finalement l'objectif c'est sortir de sa condition. Et pour nous, le PS, sortir de sa condition, plus encore pour un milieu défavorisé, c'est à un moment donné aussi avoir une motricité enrichie, donner des pouvoirs moteurs à nos élèves. Développer leur qualité physique, tu en as parlé, développer leur santé, mais encore une fois, mettre au centre ce corps et cette motricité. Pour autant, et vous voyez ces images, je pense que ça parle à beaucoup, d'autant plus quand on discute en dehors du champ de l'EPS, cette confusion, elle demeure aujourd'hui. On peut parler, et c'est l'objet de notre ouvrage, d'une forme d'instrumentalisation aussi politique, du sport notamment, des programmes qui peuvent aussi participer, qui sont caricaturés, en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel de l'éducation physique, j'entends bien, bien sûr, à l'extérieur. Et c'est pourquoi on aimerait avec Serge en fin d'intervention peut-être là aussi faire des propositions pour dépasser justement une critique, mais faire des propositions peut-être de programmes, de documents d'accompagnement, participant à une communication peut-être plus lisible à l'extérieur, mais aussi au service bien sûr des professionnels que vous êtes, les enseignants d'EPS. Alors pourquoi parler d'une instrumentalisation politique ? Alors c'est d'actualité, j'entendais encore ce matin le président de la République Emmanuel Macron qui disait que justement le sport ne serait pas politique et qu'il ne faudrait surtout pas politiser le sport. Il faisait référence à la Coupe du Monde au Qatar qui a lieu bientôt, mais voilà pourquoi émettre une controverse, c'est intéressant à partir du moment où on argumente, évidemment on s'appuie sur des preuves. J'aimerais rappeler justement, et historiquement, vous connaissez peut-être ou certainement cette figure emblématique
pour la politique sportive et pour nous, pour le PES, c'est Maurice Herzog. Maurice Herzog, donc, sur son arrivée avec le général de Gaulle en 58 et en 59, ils vont, politiquement, en tout cas sur ce courant gaulliste, mettre en place ce qu'on appelle une idéologie, un fondement idéologique autour du sport, qui va se traduire par l'essai de doctrine des sports, présidé par Jean Borotra. Et c'est peut-être le point de départ, justement, alors pas cette instrumentalisation, mais surtout cette idée que derrière le sport, il y aurait des valeurs éducatives. Mais aussi peut-être la seule période de l'histoire où politiquement, on va dépasser finalement certains clivages historiques, droite et gauche. Et donc ce rapport, enfin cet essai de doctrine du sport, va rassembler, c'est peut-être un simple rappel, différentes idéologies favorables au sport. Autant les communistes, et pour nous en EPS, on va avoir tous les travaux, et les enseignants, on peut penser à Robert Méran, le courant du SNEP, mais notamment Unité Action, la branche du SNEP Unité Action à ce moment-là, et aussi les gaullistes, donc Général de Gaulle ou Maurice Herzog. Donc il va finalement avoir un véritable consensus autour de cette idée du sport. Mais là où évidemment, et c'est là où on parle d'instrumentalisation politique, c'est à quelle fin? Et ce débat qui est, il me semble, complètement d'actualité, j'ai pris juste là aussi pour m'appuyer sur des preuves, un extrait, les grandes priorités pour le sport données en 2020, où on peut clairement, par la preuve, en tout cas discuter, on pourra en discuter, les valeurs du sport. Jean-Michel Blanquer, notre ancien ministre de l'Éducation nationale, rappelait que le sport est l'amour du dépassement et du collectif, la joie dans l'effort, l'excellence, l'amitié, la solidarité, le respect. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette citation? C'est un document officiel, grande priorité donnée par le sport, pour le sport. Donc Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, à l'époque ministère des Sports, secrétaire d'État. Donc le sport serait finalement ce système égalitaire, démocratique, méritocratique. Ce lieu qui permettrait plus encore que dans d'autres lieux de, développer finalement ces valeurs qui fondent la société. Serge vous l'a bien montré, sur les inégalités, je pense, sur les milieux sociaux, vous le savez plus que moi, sur cette idée justement d'instrumentalisation et d'un sport qui ne serait pas éducatif en soi. Et donc pour cela, en guise de proposition peut-être, pour engager la discussion justement et la controverse, il nous semble que derrière cette instrumentalisation du sport, et pour l'EPS aussi, cet extrait qu'on voit encore ici d'actualité, il y a la question du programme. Quelle est la fonction d'un programme aujourd'hui? Serge a été un peu critique, je le serai tout autant sur la dimension méthodologique et sociale, notamment au lycée, et sur l'évaluation des élèves, et donc par les enseignants. Mais plus encore, je pense que derrière le programme, on a peut-être oublié ce qu'appellent Thierry Terret et Jean Saint-Martin en 2000. Ils avaient fait un article sur demander le programme. Et ils rappellent qu'un programme, c'est d'abord comme fonction la fonction de communication externe. Communication externe, évidemment, plus que des professionnels, le grand public, les parents d'élèves, le politique et nos élèves. Et donc, dans ce cadre-là, en guise de proposition, je pense que les documents d'accompagnement, fin des années 90, avaient un véritable intérêt. Un véritable intérêt pour véritablement discerner la communication externe. Comment préciser, expliciter à quoi sert le PES aujourd'hui. Alors tu as parlé des politiques de santé, je parlerai des politiques sportives, la dimension aussi culturelle. On parlera évidemment des enjeux éducatifs, de l'école, l'inclusion, tu as parlé de l'environnement, ça sera l'objet du futur bistrot pédagogique. Mais la communication externe, elle me semble prépondérante, appartient à un programme clair autour d'objectifs partagés et communs. Et ensuite des documents d'accompagnement, cette fois-ci à destination de professionnels que vous êtes, un cadrage. Et là aussi, Jean Saint-Martin et Thierry Terret rappellent une autre mission essentielle, la structuration, l'adaptation à la société pour évidemment permettre cette culture commune, une identité professionnelle, une culture professionnelle pour nous les enseignants d'EPS. Et je ne vais pas développer maintenant, on le fera à la fin, pour vous en dire plus sur ce qu'on entend par les documents d'accompagnement, même si Serge a commencé à en parler, sur peut-être un curriculum, une réflexion sur des objectifs moteurs ciblés, des qualités physiques, peut-être des périodes critiques pour développer ces qualités physiques pour nos élèves. Mais clairement, c'est un changement de paradigme en termes de programmation, puisque, disons-le aujourd'hui, la programmation en équipe EPS ou pour nos élèves, c'est une réflexion qui part du sport. On dit les APSA, mais le sport, l'élève, il vient pour faire
du badminton, il ne vient pas faire du tennis de table, il viendra faire du ping-pong, il ne viendra pas faire la natation, il viendra faire piscine. Mais au-delà de ces réflexions qui peuvent sembler peut-être anecdotiques, plus encore, ça nous questionne, je pense, politiquement sur l'intérêt d'un programme. Je rebondis 2 minutes sur ce que tu as dit, c'est par rapport évidemment au rapport au sport et à cette mythologie sportive. C'est-à-dire la mythologie sportive, c'est de dire la pratique du sport, par essence, elle est éducative. Donc on sait qu'évidemment c'est faux et depuis longtemps. Vous avez une étude, par exemple, si ça vous intéresse, de Sébastien Rocher, je crois qu'il date de 2005, qui est un sociologue, qui a étudié les casiers judiciaires de 10 000 délinquants dans la région lyonnaise. D'accord, il a étudié les casiers judiciaires, il a posé des questionnaires, et il s'est aperçu que ceux qui étaient le plus licenciés en club, c'est ceux qui avaient les casiers judiciaires les plus chargés. Donc il a essayé d'aller poser des questions, évidemment. Il disait pourquoi vous êtes en club et comment ça se fait que finalement votre pratique en club, donc c'est une population de délinquants, comment ça se fait que c'est vous qui avez... Et donc ils expliquaient que c'était un moyen de courir plus vite, de mieux combattre, etc., etc. Donc on voit bien que ce rapport à l'activité sportive, il est pour une large part mythifié, instrumentalisé politiquement, évidemment, en pensant que le sport en lui-même serait éducatif par nature. Et donc, on se retrouve, nous, évidemment, en porte-à-faux, parce que, comme l'a dit Guillaume, nos textes, et je peux le dire, si vous êtes de l'extérieur de la discipline, ils sont incompréhensibles. Si vous n'êtes pas un initié, vous ne pouvez pas comprendre les textes officiels. Donc l'idée qu'on proposait en effet de séparer les documents d'accompagnement pour les profs d'éducation physique et le texte officiel à destination finalement à la fois des politiques, du grand public, etc., ça paraîtrait un moyen de communication beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent pour la discipline. Oui, parce que comme tu le dis, et j'insiste sur cette instrumentalisation et ce mythe sur l'ensemble de la période, puisque notre borne est au début de la Ve République. Elle a été instrumentalisée, partagée par des courants politiques de droite et de gauche. Okay, tu as fait référence effectivement à cette étude, mais début des années 80 avec François Mitterrand, il y a aussi ce mythe d'un sport qui participait à l'intégration, notamment dans les banlieues et suite à la crise des banlieues. Pour poursuivre, et ça fera écho certainement à ce que Serge a précisé sur l'enquête de l'ONAPS, qui est la plus récente, justement sur le pourcentage des enfants, des adolescents atteignant les recommandations de l'OMS. Et je rappelle que les recommandations, aujourd'hui, pour les jeunes en tout cas, c'est 60 minutes d'activité physique, 60 minutes, pas 30 minutes, 60 minutes, d'intensité modérée par jour. Et tu as parlé de ce dispositif, 30 minutes d'activité physique quotidienne. Aujourd'hui, à l'école primaire, expérimenté, maintenant diffusé à grande échelle, les 2 heures de sport au collège, qui sont pour l'instant à titre d'expérimentation. On voit bien qu'au-delà de la confusion EPS sport, il y a la confusion aussi EPS et activité physique. On confond d'une certaine manière une discipline scolaire et un objectif de promotion de l'activité physique. Donc on ignore d'une certaine manière que l'EPS participerait aussi à promouvoir l'activité physique. Et je pense que tu en as bien parlé. Je préciserai, je reprendrai ces chiffres. Serge les a détaillés, mais il y a peut-être une urgence aussi, une question, un enjeu sur ces inégalités entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, les jeunes entre 6 et 17 ans, les garçons, alors c'est un rapport parlementaire parlait d'une bombe sanitaire à retardement, les jeunes garçons, les enfants atteignent 50% des recommandations aujourd'hui de l'OMS. Mais les filles, plus encore, c'est là où moi ça nous a nécessairement interpellé, 33%. Je ne reviens pas sur les conséquences, Serge les a largement développées, mais je reviendrai plutôt sur ce projet d'émancipation autour du sport et de la place du corps. Maintenant, pour là aussi nous interroger, c'est difficile, on a vécu une période, donc le Covid ou la Covid, crise sanitaire, on a peut-être peu de recul, mais là aussi, pour débattre et amener de la controverse, je pense que c'est important, comme tu l'as fait Serge, sur la dimension physiologique, de s'appuyer sur la littérature qui est riche. Vous avez un article récent de Benoît Lenzen, les collaborateurs, ils sont 4 auteurs, en 2022, qui questionnent justement l'éducation physique en temps de pandémie. Et sans, encore une fois, donner des solutions, avec toute l'humilité évidemment liée à la période, se questionnent sur les leçons à tirer pour le monde d'après. Ce qui me semble d'autant plus intéressant, c'est que dans cet article, il compare justement les systèmes éducatifs, la manière dont l'éducation physique dans différents pays d'Europe, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en France ou encore au Royaume-Uni, ont envisagé justement cette problématique sanitaire. Et, sans vous détailler l'ensemble de cet article,
Les auteurs quand même ont constaté, en tout cas je ferai seulement part de l'analyse sur le système éducatif français, et l'éducation physique pour nous en temps de Covid, j'insiste. Les auteurs ont plusieurs indicateurs, et laissent à penser que cette pandémie autour du Covid a renforcé un enseignement de l'éducation physique autour d'une éducation à la santé. Et je précise, et Serge l'a bien dit par rapport à l'éducation à la santé, avec une dérive, une vision davantage hygiéniste. Et j'insiste sur cette idée que dans cet article, évidemment, il ne parle pas uniquement de cette contrainte que tout le monde a vécue, que vous avez vécue, et chaque enseignant d'EPS a fait de son mieux et a très bien fait pour justement assurer pas tant une continuité pédagogique pour moi qu'un entraînement physique à domicile. Puisque le cœur de l'EPS, c'est évidemment la mise en jeu du corps et la relation pédagogique avec l'enseignant et l'élève. La discussion, je pense qu'elle est intéressante pour discuter de ces enjeux et des risques d'une pérennisation des manières d'enseigner en éducation physique qui répondraient uniquement à cette urgence sanitaire. Serge l'a bien dit, je pense que nos propositions, c'est surtout pas proposer une vision hygiéniste, une recentration uniquement sur le corps. Évidemment que notre enseignement ne peut pas se couper de cette dimension culturelle et les APSA restent le moyen privilégié, d'autant plus lorsqu'on perçoit ces inégalités socio-culturelles à l'école. Aujourd'hui, ce qui fait débat encore, ça a été depuis les années 80, effectivement, c'est la question de la place des pratiques d'entretien, du champ d'apprentissage numéro 5. C'est l'objet de critique. Certains courants de pensée plus culturalistes, ils voient une forme de normalisation des comportements, des corps. Une logique aussi marchande, notamment sur certains loisirs. On peut penser à la musculation, on peut penser au yoga. On n'est pas forcément d'accord et c'est tout l'intérêt, on pourra en discuter. En tout cas, voilà, un risque, et c'est Annick Davis qui en parle dans un article en 2010, il me semble, oui, sur un retour à une vieille tendance hygiéniste pour l'éducation physique. Nous, on n'y voit pas un risque, mais on alerte effectivement pour questionner justement sur la manière d'enseigner en EPS et d'une certaine manière d'amener nos élèves par le sport, par les APSA, à atteindre nos objectifs. Donc avec Serge, on fera des propositions sur la fin, sur la nécessité aussi d'acquérir donc des techniques sportives, des principes d'entraînement, certes, mais encore une fois, vous voyez bien dans nos propos peut-être une recentration sur la dimension plus motrice et pas uniquement, je dirais, méthodologique et sociale. Et de là, et je te laisserai la parole, on pourra peut-être dépasser cette idéologie que simplement contraignant des enfants, nos jeunes, quand bien même c'est pour leur bien, donc 30 minutes d'activité physique, on permettrait une émancipation des corps. Là aussi, et tu le sais bien, un collègue qu'on connaît bien, François Potvin, et d'autres enseignants d'EPS, c'est une littérature scientifique en STAPS, ont bien montré à travers le concept de littératie physique qu'il ne suffit pas de contraindre les enfants, les jeunes, à un temps d'activité physique pour que derrière, ils en aient le goût et poursuivent l'activité physique. Évidemment que ça passe par la construction de compétences, un élève à qui on donne l'appétence, le plaisir à pratiquer, et surtout pas une répétition, et vous avez certainement vu certaines vidéos encore aujourd'hui, qui pourraient se rapprocher d'une méthode suédoise, si je faisais une comparaison historique. Je voulais juste rajouter à propos évidemment des conceptions d'éducation physique qu'il ne faut pas oublier qu'en éducation physique, évidemment, ce qui a dominé pendant la grande majorité, la grande partie sous la Ve République, c'est le réseau du sport éducatif. Donc le réseau du sport éducatif en France, c'est la FSGT, le SNEP, le Centre d'études et de recherche marxiste, etc. Donc vous avez on va dire, un réseau très fortement structuré, qui avait des relais à la fois syndicaux, associatifs, qui avait des relais aussi dans les STAPS, auprès des formateurs, etc., qui a diffusé finalement une conception de l'éducation physique que moi je trouve par certains aspects extrêmement positive, c'est-à-dire s'appuyer sur la culture évidemment vivante et rompre avec les gymnastiques. Ce qui est une ambition tout à fait positive pour l'éducation physique. Le problème, c'est qu'à un moment donné, actuellement, dans la société dans laquelle nous vivons, cette conception, elle se met à distance finalement des évolutions culturelles, en nous expliquant que les pratiques de loisirs, finalement,
c'est pas de la culture, c'est du commerce. Moi je veux bien, mais à un moment donné, la société évolue, le rapport au corps évolue, l'individu commence à compter. C'est vrai qu'on est passé avec l'abandon des idéologies à un rapport collectif, à un rapport plus individuel. C'est un état de fait, c'est un constat. La question, c'est comment l'éducation physique se positionne par rapport à ça. Et donc, on ne peut pas, à un moment donné, dénigrer des pratiques d'entretien sous prétexte qu'elles sont enseignées dans des salles de gymnastique privées, etc. L'éducation physique doit y faire face, doit l'intégrer, les traiter et proposer finalement un type d'activité qui sera éducatif et qui permettra aux élèves de se mettre à distance de ces normes. Donc c'est l'enjeu. Et donc dans ce cadre-là, le rapport à l'obésité, moi, ça ne me concerne pas. Je ne fais pas partie à un moment donné d'une corporation paramédicale. Ce que je veux dire. Donc si vous regardez par exemple les documents d'accompagnement qui étaient posés pour les fiches bac, pas les documents d'accompagnement, les fiches bac 2019 par exemple sur la CA5, vous voyez qu'en dessous de l'évaluation sont précisés les mobiles d'élèves. Et dans ces mobiles d'élèves sont précisés, ah ben j'aimerais bien avoir des épaules carrées, ah j'aimerais bien avoir de beaux abdominaux. Donc on nous explique que le système éducatif, il veut se mettre à distance des mobiles esthétiques et on nous les présente dans une fiche bac en 2019. Donc moi, je n'ai rien à faire des épaules carrées, de l'obésité et du fait d'avoir un ventre plat. Ce qui m'intéresse, c'est de centrer les élèves sur le développement de la force, de la vitesse, de l'endurance, etc. Des qualités physiques qui vont constituer une condition physique, même pour des élèves obèses. Voilà, donc évidemment, le rapport à l'IMC, il m'importe peu. Après, et surtout, alors une séance d'éducation physique ou une séance de sport, on va perdre 600-700 calories. D'ailleurs, s'il y a un problème d'alimentation derrière, ces calories, elles seront reconsommées directement après par l'élève. Donc on voit que c'est un problème global, hein, c'est une santé holistique, c'est pas une santé à un moment donné restreinte à la pratique physique. La pratique physique, c'est un élément, un petit élément du rapport évidemment aux problématiques d'obésité. Donc on voit qu'à un moment donné, il faut recentrer sur l'éducation physique, sur des éléments qui sont, on va dire, éducatifs. Et pas partir sur des préoccupations ni de type narcissique ou paramédical qui ne nous concernent pas. Voilà, j'en arrête là. Mais tu pourrais poursuivre. Et effectivement, tu fais référence au programme de 2019. Là aussi, en s'appuyant sur la preuve, on voit toute cette normalisation effectivement des corps et notamment peut-être cette question des filles et des garçons. Là aussi, tu as questionné cette normalisation et l'émancipation des corps qui participerait aussi par le développement des qualités physiques et la motricité, mais plus encore peut-être c'est d'actualité. Alors c'est sur notre première page, là, Alice Mia qui est au centre, sur l'ensemble de la période. En tout cas, historiquement, la discipline EPS, en tout cas les années 60, et c'est quand même une évolution importante de nos disciplines, le point de départ c'est quand même en EPS, cette théorie des dons, des pratiques pédagogiques qui participent aussi à un échec scolaire, un échec massif des élèves et principalement des filles. Cette idée mais c'est partagé aussi dans le système éducatif, l'école, une école qui naturalise, qui, dans une perspective élitiste, ne se préoccupe pas des différences de cette diversité des élèves en termes de ressources. Je serais moi plus nuancé sur ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que la théorie des dons, si on se positionne à un moment donné sur un bloc droite-gauche, la théorie des dons, c'est la conception de droite de l'école. Et c'est une conception qu'on peut considérer, entre guillemets, comme humaniste. C'est-à-dire qu'on considère que même un élève d'ouvrier, un enfant d'ouvrier de classe sociale défavorisée, s'il est bon en maths, l'école doit lui permettre à un moment donné de l'affirmer, de le montrer. Donc c'est une conception qui est totalement différente, évidemment. Donc cette théorie des dons, elle existait entre 67 et l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Donc c'est quelque chose qui existait à l'école depuis le début du XXe siècle, où on valorisait les dons des élèves, et quelqu'un qui était doué en français, en mathématiques, le rôle de l'école, c'était de le faire monter, quelle que soit son origine. Et à côté de ça, évidemment, on a une conception plutôt de gauche, qui considère que la différence de dons, elle est liée avant tout à des inégalités sociales et culturelles, et que l'école, elle est là pour compenser. Et donc, la mise en place de politiques d'équité au début des années 80, ZEP, REP, etc., en disant il faut donner plus à ceux qui ont moins. Donc, on voit qu'on a deux conceptions parallèles, finalement. Après, en fonction de ses options et de ses choix philosophiques, on va se positionner dans l'un et dans l'autre. Mais la théorie des dons, à la base, c'était ça. C'est-à-dire permettre à ceux qui ont des dons naturels, donc on est sur un naturalisme, et d'un autre côté, on est plutôt sur une vision culturelle de l'école. Voilà.
Pour autant, je pense que c'est une avancée importante pour la discipline sur justement la prise en compte, et on se rejoint, hein, sur la prise en compte des filles et des garçons, notamment aussi aujourd'hui avec une orientation des programmes, et on pourra en discuter. Hein, une question qui est d'actualité aussi, au-delà de ces différences sexuées filles-garçons, je pense qu'aujourd'hui la question du genre, je voyais aussi sur les réseaux sociaux les collègues qui se posent la question de la transidentité chez nos jeunes adolescents et adolescentes. Comment, d'une certaine manière, avec des programmes qui sont différentialistes, hein, qui adaptent les barèmes en fonction des différences d'ordre biologique, physiologique, les garçons-filles, comment aussi, aujourd'hui se poser la question de l'adaptation de barèmes lorsque vous avez des problématiques très professionnelles, mais avant tout sociétales, de la transidentité, cette question du genre chez nos jeunes adolescents. Je pense que là aussi, l'EPS ne peut pas se couper. Tu parlais du lien avec la culture qui est vivante, mais les enjeux de société aussi, ça me semble d'importance pour se questionner, là aussi, sur l'adaptation des programmes et peut-être aussi, bon, on ne sera pas forcément d'accord, mais la question en fonction de courants féministes, peut-être d'un retour à des barèmes, à des programmes peut-être plus égalitaristes en fonction des élèves. C'est d'actualité. Je soulève le débat et on pourra en discuter sur les controverses. Toujours en m'appuyant sur une littérature assez récente, vous avez un ouvrage qui est issu d'une thèse d'Edith Murray-Joule qui est intéressant d'autant plus puisque certes elle se pose la question des cours d'école et comment la cour d'école, ces espaces scolaires, sportifs aussi, peuvent participer aux inégalités filles-garçons avec des garçons qui occuperaient le centre de la cour et des filles davantage reléguées à la périphérie. Pourquoi je cite cet ouvrage qui se questionne davantage par rapport à ces espaces à l'école? Parce qu'il me semble qu'en EPS, au-delà de l'activité, l'APSA, nos formes scolaires doivent aussi être questionnées. Je vais prendre un exemple qui me semble est propre à la culture professionnelle des enseignants d'EPS et aujourd'hui je pense qu'elle est peut-être repensée. Et nos collègues inspecteurs peut-être seraient plus à même que moi pour le dire, mais l'exemple de la montante descendante au tennis de table badminton. Badminton, une activité qui peut sembler plutôt neutre, je dirais, mais informelle, montant descendante, qui participe aussi. On a fait un article, tu as cité notre collègue Teddy Maïko, on a fait un article là-dessus justement à la Biennale sur le badminton et on s'était questionné sur des formats qui pouvaient aussi être humiliants pour nos élèves, avec une forme de territorialisation des différences, des garçons plutôt sportifs davantage sur les premiers terrains et des filles peut-être moins engagées sur les derniers terrains. Mais d'une certaine manière, une séparation aussi des sexes que critique, que questionne ici Edith Murray-Joule, en tout cas sur les cours d'école. Ce qu'elle montre, c'est que d'une certaine manière, l'école, l'EPS, ce n'est pas un jugement ce que je fais, c'est simplement pour se questionner sur nos formats scolaires, en reléguant les filles à la marge, à la périphérie, mais l'école aussi, dans ses espaces scolaires, participe à une hiérarchisation des genres. Donc pour moi, c'est une réflexion indispensable aujourd'hui à mener en EPS, justement sur cette relation EPS-sport, mais au-delà, j'insiste, de l'APSA, la forme scolaire. La forme scolaire. Et de là, ce qu'elle nous montre l'auteur, c'est que plus tard, ces relations filles-garçons à l'école et pour nous en EPS, ça préfigure l'espace sociétal. L'espace sociétal à venir, ça structure d'une certaine manière les relations homme-femme ou femme-homme dans la société. Donc la question pour moi EPS Sport, elle se pose en prolongement et peut-être différemment à travers la forme scolaire.